Il faut être entouré de gens qui sont bien meilleurs que vous. Comment est-ce que vous entourez en permanence de gens qui sont meilleurs que vous dans les domaines où vous n'êtes pas bon? L'échec, c'est extraordinairement important. J'ai fait des lancements de produits qui ont été des catastrophes absolues. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ici au centre de recherche et de développement d'un groupe qu'on connaît tous, qui a plus de 100 ans d'histoire, Danone, avec des marques qui font monter beaucoup de souvenirs, Evian, Volvic, Activia ou encore les Danettes. Aujourd'hui, on va passer 20 minutes avec son directeur général Antoine de Saint-Affrique. On a pu parler de sa vision des nouvelles technologies, de sa carrière qui l'a mené jusqu'ici, de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Installez-vous, bienvenue, on passe 20 minutes avec le directeur général du groupe Danone. Danone, depuis plus de 100 ans, c'est un groupe incontournable de l'industrie agroalimentaire dans le monde et aujourd'hui, on va passer 20 minutes avec son directeur général, Antoine de Saint-Affrique. On a pu parler de son parcours qui l'a mené jusqu'ici, de sa vision des nouvelles technologies et de son travail en tant que directeur général d'une société cotée en bourse qui fait partie du CAC 40. J'aimerais commencer par vous montrer une photo. Oui. Ah, c'est une photo sympa, ça, c'est une photo de classe préparatoire. Vous êtes où? Avec, je dois être, normalement je suis près du radiateur et près de la fenêtre. C'était en quelle année ça? Vous aviez une idée de, vous faisiez quoi? C'était en 82 ou 83. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, je mettrai évidemment le lien vers la vidéo, la photo de classe de l'époque en noir et blanc, elle est géniale. Et c'est des très bons, il y en a toute une série qui sont restés des très très bons copains. C'est plein de bons souvenirs parce qu'on apprend plein de choses, on fait plein de choses ensemble. On est absolument à fond, donc intellectuellement c'est passionnant, amicalement c'est passionnant. On avait une armoire au fond de la classe avec du café et du whisky. C'est bien ça. Pour quand on revenait de fête directement au coup ou pour quand on restait très tard le soir. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petit? Oh, je rêvais de faire quoi? J'avais plein de rêves. À un moment j'ai rêvé d'être officier de marine. Je rêvais de construire des choses. Alors je savais pas exactement quoi construire. Vous avez déjà envoyé un CV? Oui, j'ai envoyé des CV. Ouais. Cela dit, quand j'ai été recruté pour mon premier job après mon service militaire, je n'ai pas envoyé de CV. Ça a été un accident complet. Où je suis passé, je revenais de 14 mois en mer. Et je suis passé dans mon ancienne école dire bonjour à des gens que j'aimais bien. Une personne qui était au téléphone m'a dit bah tiens, il y a une grève des postes. J'ai à l'époque Unilever au téléphone qui ne reçoivent pas de CV. Est-ce que tu vas chercher un emploi? Je dis oui, j'arrive, je descends de mon bateau. Je me suis retrouvé 3 jours après à passer un entretien. Donc la première fois, j'ai pas envoyé de CV. J'ai eu beaucoup de chance. Et comment arriver dans cette industrie du coup chez Unilever? C'était juste comme ça? Si ça avait été une autre boîte, vous auriez été aussi ou? Il y a 2 boîtes auxquelles je parlais à l'époque. Danone. Parce que j'avais été stagiaire chez Danone et Unilever et la vie a fait que j'ai démarré chez Unilever. Alors je l'ai noté, vous étiez stagiaire chez Kronenbourg. Absolument. En 1986, diplômé de l'ESSEC en 1987 et cette année-là, vous êtes sorti major de l'école des officiers de réserve de la marine. Pendant 18 mois, vous escortez les pétroliers dans l'océan Indien et le golfe Persique en pleine guerre Iran-Irak. C'est la meilleure école pour apprendre à diriger? C'est une école de leadership absolument extraordinaire. Vous arrivez à bord d'un bateau. Vous êtes officier, donc vous commandez à des gens qui ont 2 fois votre âge, qui ont 100 fois votre expérience, et donc vous apprenez plein de choses. Vous apprenez à écouter, vous apprenez à faire confiance, vous apprenez à décider, à donner de la clarté, parce que si vous ne décidez pas, la décision se prendra sans vous. C'est une école extraordinaire de leadership. C'est aussi une école d'égalité et d'humilité. Quand il y a de la mer, il y a de la mer du capitaine au matelot. C'est une école de respect. Quand vous êtes sur un bateau, le bateau c'est la maison. J'ai passé 14 mois d'affilée sur un bateau. Donc c'est la maison pour chacun d'entre nous et chacun a son espace et on n'envahit pas l'espace de l'autre sans demander permission. Donc je ne serais jamais allé dans la salle à manger au carré des officiers mariniers, donc des sous-officiers, sans y être formellement invité. Donc c'est une école d'égalité, c'est une école de respect. C'est une école de leadership qui est absolument extraordinaire. Comment vous êtes arrivé à passer 14 mois sur un bateau comme ça? On avait le choix entre faire 3 choses. Faire ce qui s'appelait une coopération. Donc on partait à l'étranger pour une boîte française. Où on faisait pendant 2 ans ce qu'on allait faire pour le reste de sa vie. Ça, c'était dans le cursus scolaire. Dès que vous étiez un garçon, puisque ça ne s'appliquait qu'aux garçons, vous aviez un service militaire. Le service militaire pouvait prendre un certain nombre de formes. Un service civil, donc qui s'appelait le VSNE à l'époque,
Vous bossiez pour une boîte française à l'étranger. En fait, vous faisiez ce que vous alliez faire le reste de votre vie, ce qui est pour ça que j'ai décidé de ne pas le faire. Vous pouviez faire un service militaire relativement court comme troufion, ou vous pouviez... Cette expression, elle date. Rentrer dans une école d'officiers de réserve et faire un service militaire plus long. Et moi, j'ai fait le choix de faire l'école des officiers de réserve de la marine et de m'engager pour un service plus long, parce que c'était une expérience extraordinaire, parce que, je vous le disais, à un moment dans mon enfance, je voulais être officier de marine, donc c'était l'occasion d'être officier de marine. Vous partez au bout du monde, vous faites des trucs passionnants. Vous passionnants. n'aviez pas peur, quoi. Non, c'est l'aventure. Vous avez 20 ans, vous êtes un peu plus de 20 ans, je devais avoir 22 ou 23 ans. Vous découvrez plein de choses, le monde est à vous. Enfin, c'est passionnant. Une aventure humaine absolument extraordinaire. Vous regrettez parfois de ne pas avoir fait carrière en tant que militaire ? Non, alors je regrette pas, parce que j'ai passé des années passionnantes et puis j'ai fait plein de choses passionnantes après. Ça m'a formé, ça m'a marqué, j'ai appris plein de choses. J'en ai gardé de très très bons amis, et puis j'ai fait plein de choses à côté, donc non, il n'y a aucun regret. Vous avez passé la majeure partie après des années 90 chez Unilever, qui possède des marques, juste pour que les gens imaginent, comme Ben & Jerry's, Zamora ou Dove. En 97, vous arrivez pour la première fois chez Danone, pour 3 ans, avant de repartir chez Unilever jusqu'en 2015. Tout ça pour revenir chez Danone en 2021. Vous pouvez nous raconter ? Je vous le disais, je rentre chez Unilever en marketing, où je fais une carrière un début de carrière de marketeur normal. Je suis envoyé en expatriation aux États-Unis, où je fais des choses absolument passionnantes. Et puis je reçois début 97 un coup de fil de Danone. Je reçois ce coup de fil me proposant de devenir le patron du marketing d'une boîte qui s'appelait Liebig Maille Amora, donc la moutarde et de la soupe à Dijon. Grosse boîte du groupe Danone. Aventure passionnante. Donc je rencontre le directeur général de la boîte de l'époque. Et j'ai plongé parce que l'aventure humaine, parce qu'un leader qui était absolument formidable à l'époque, parce que la perspective de se remettre en question et de réapprendre plein de choses nouvelles. Et donc me voilà déménageant de New York à Dijon, quelques mois plus tard, 5-6 mois plus tard. Alors Franck Riboud, qui est le patron de Danone, décide de vendre toute cette division épicerie. Et donc je reçois un coup de fil de mon patron qui m'invite à venir le voir en disant: écoute, la division épicerie est vendue sous forme de LBO. Ça veut dire quoi pour les gens Un leverage buyout, donc c'est un fonds qui rachète et les managers qui mettent leur argent dans l'aventure. Soit tu peux rester chez Danone, parce qu'on t'a fait venir des États-Unis, soit on part à l'aventure ensemble. Et donc j'ai décidé de partir à l'aventure et on a fait ce LBO. On a fait croître de manière extraordinaire la boîte qui s'est renommée Amoramaille. Au moment où on pensait pouvoir l'introduire en bourse, Unilever est passé en disant: la boîte nous intéresse, on veut vous racheter. Je me suis retrouvé complètement par accident, à nouveau chez Unilever. Puis en 2015, je suis parti à la tête d'une société extraordinaire qui s'appelle Barry Callebaut, qui est le leader mondial du chocolat. Ce jusqu'en 2021. C'était l'époque où j'avais annoncé que je quittais pour aller faire autre chose, pas du tout pour aller faire Danone. Et puis j'ai reçu un coup de fil de Danone, et on ne dit pas non à Danone. C'est une boîte extraordinaire qui à l'époque était confrontée à toutes sortes de défis. C'était pas évident, parce que quand vous êtes arrivé, la boîte se portait pas forcément bien, donc il y avait des enjeux à relever. On aurait pu rester dans sa zone de confort quand on voit votre parcours. La première chose, c'est si vous pouvez faire quelque chose pour une société qui est une société qui est une icône française, qui est une société qui est un porte-drapeau du pays, qui est un des leaders mondiaux, qui est un symbole extraordinairement fort en France, si vous pouvez faire quelque chose, il faut le faire. Donc il y a ce côté patriotique aussi. Il y a une dimension de devoir, il y a une dimension de plaisir aussi, parce que c'est un défi extraordinaire, parce que vous réapprenez des choses. Il y a fondamentalement une dimension de devoir. Si vous voyez une société qui est le symbole de l'agroalimentaire français, qui est le symbole de on peut être à la fois performant et responsable, qui est le symbole d'une créativité, d'une inventivité dans tous les domaines, que ce soit les produits, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine environnemental, qui devient soudain le symbole de, en fait, tout ça, ça peut pas marcher ensemble. Donc, si vous pouvez y faire quelque chose, vous y faites quelque chose. Quand on pense à Danone, on pense avant tout aux produits laitiers. J'ai remarqué aussi que depuis plusieurs années, le végétal est devenu un énorme vecteur de croissance. Est-ce que vous suivez une tendance consommateur ou est-ce que ça répond à une conviction ? Le monde est flexitarien. Donc, il y a une tendance consommateur qui est très très claire,
qui est la variation des protéines et le fait que les gens, à différents stades de leur vie ou pour différentes utilisations, prennent des protéines d'origine animale ou des protéines d'origine végétale. Donc il y a une vraie tendance de fond qui est une tendance consommateur. Au cœur de Danone, il y a le consommateur et le patient. Danone, c'est quoi ? C'est une société qui ne fait qu'une seule chose, qui est la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. Le yaourt Danone, il est né en 1919 à Barcelone. Un monsieur qui s'appelle Isaac Carasso, qui travaille sur la base des travaux d'un prix Nobel de médecine, Menchikov, avec l'Institut Pasteur, pour développer un produit vendu en pharmacie qui permet de soigner les problèmes de digestion des enfants à Barcelone. C'est le cœur de ce qu'on fait. C'est une société qui le fait d'une manière qui est ancrée dans la science, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à Saclay, et obsédé par le consommateur et les patients, puisqu'on a aussi une activité médicale qui est très très importante. On le fait avec, ancré dans l'éthos de Danone, la conviction que performance et responsabilité, que cette responsabilité soit sociale ou environnementale, vont la main dans la main. Et puis avec une passion qui est au cœur de ce qu'est Danone, qui est la passion des gens. On est un des leaders mondiaux des produits de nutrition pour les gens qui ont des problèmes de dénutrition liés à la maladie, en particulier au cancer. Quand vous êtes en traitement... Sur la nutrition spécialisée, c'est ça Sur la nutrition spécialisée. Quand vous êtes en traitement oncologique, très très souvent, vous avez une altération extrêmement profonde du goût. Cette altération profonde du goût fait que manger devient un exercice extrêmement pénible. Et si vous êtes dénutri, vous n'avez plus la force de résister au traitement. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre cette nutrition le plus facile et le plus agréable possible. Et puis, quand vous n'avez plus de goût, en vous donnant des sensations au lieu du goût. Du chaud, du froid, du salé, du sucré. De façon à réintroduire une forme de diversité et à faire que l'acte de manger, qui est absolument essentiel pour récupérer du traitement, soit le plus facile possible. Parce que plus vous suivez le régime, plus vous avez de chances de récupérer. Alors oui, c'est votre métier et tout ça, mais de base, et vous l'avez dit, vous faisiez du marketing, Danone vous rappelle et vous savez pas forcément de quoi ça parle quand vous arrivez. Comment on fait pour s'éduquer sur un tout nouveau marché ? Je sais que vous lisez énormément, vous dormez peu. Enfin, ça passe par quoi ? Au-delà des enjeux de votre poste ? Ça passe par apprendre. Poser la question pourquoi et à nouveau pourquoi. C'est une passion d'apprendre. Je suis entouré de gens qui sont formidables, qui savent plein de choses, qui me permettent d'apprendre tous les jours aussi. C'est souvent ce qu'on nous dit, c'est soyez entouré de gens plus intelligents que vous. Bien sûr, il faut être entouré de gens qui sont bien meilleurs que vous. Dans les domaines où vous n'êtes pas bon, personne n'est bon partout. Donc, comment est-ce que vous entourez en permanence de gens qui sont meilleurs que vous dans les domaines où vous n'êtes pas bon ? C'est le principe d'une équipe gagnante. Il faut embarquer les gens, quoi. Là, vous parlez en tant que dirigeant, et je pose souvent cette question-là. Parfois, des CEO sont CEO de leur propre boîte en étant entrepreneurs. D'autres ne sont pas du tout entrepreneurs et sont simplement dirigeants au sein de grands groupes. Ouais. Vous êtes les deux. Vous êtes aussi au board de certaines boîtes de tech. Ouais. C'est quoi la différence entre un dirigeant et un entrepreneur ? Il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend des dirigeants, ça dépend des entrepreneurs d'une certaine manière. Vous dirigez comme vous entreprenez ? Ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers de réinvention permanente. La vitesse à laquelle vous pouvez pivoter et vous réinventer dans une start-up est évidemment différente de la vitesse à laquelle vous pouvez vous réinventer dans un groupe de 100 000 employés. Mais ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers d'apprentissage, ce sont des métiers de réinvention, ce sont des métiers d'innovation. Donc vous pouvez être dirigeant d'un grand groupe et entrepreneur. Et comment on fait pour garder cette âme d'entrepreneur, de start-up au sein justement d'un groupe avec 100 000... Vous passez votre vie au contact des gens, vous passez votre vie dans les magasins, vous passez votre vie avec vos clients. Ça c'est vrai, vous arrivez vraiment à le faire. Bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant. Vous allez dans les magasins, vous allez discuter avec les chefs de rayon, vous voyez comment les gens achètent vos produits. Vous allez discuter avec les équipes dans les labos pour essayer de comprendre ce qu'ils font et vous intéresser à pourquoi et comment. Vous avez des partenaires, vous allez essayer de comprendre ce qu'ils font différemment. Vous faites des alliances improbables. On vient de faire une joint venture avec Michelin sur la fermentation de précision. Tout le monde nous dit pourquoi Michelin ? Parce que c'est une boîte qui est formidable et parce qu'on peut apprendre plein de choses d'eux. Et vice-versa. Donc vous allez en permanence à l'extérieur pour apprendre, pour vous nourrir, pour échanger, vous remettez en permanence. Et vous n'êtes pas freiné par la bureaucratie
qu'on peut imaginer dans un groupe de 100 000 personnes. Il n'y a pas un moment où vous dites « Là, t'es gentil, mais ça fait pas partie des enjeux de la boîte, là, on va pas y aller ». Il y a toujours une tension entre comment est-ce que vous assurez qu'il y a la discipline qui est nécessaire quand vous gérez une grosse organisation et votre appétit d'aller explorer. Alors, le bonheur de l'endroit où je me trouve, c'est que je peux faire les choix moi-même. Mais on essaie de faire les deux à la fois. En fait, ce qui est intéressant, et je pense qu'un des grands défis des très grosses sociétés, mais aussi des startups qui deviennent des scale-up, c'est apprendre à être ambidextre. C'est avoir la capacité à être à la fois extraordinairement exigeant et extraordinairement soucieux des gens, être extraordinairement discipliné et être extraordinairement créatif. C'est le mot « et » qui fait la magie, qui fait la magie de Danone, mais qui fait la magie, je trouve, de toutes les sociétés. Vous l'avez cité tout à l'heure, sur le site de Danone, on y voit noir sur blanc la mission de l'entreprise, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Je trouve vraiment, si je suis humble 2 secondes, je trouve la mission hyper impressionnante à relever. Du coup, je me posais la question de comment est-ce qu'on fait pour gérer à la fois la conception de bons produits, tout en pensant à l'aspect quand même business. C'est une entreprise, ça doit faire vivre des gens, qui lui doit aussi apporter des bons résultats financiers. À quel moment ça pèse dans la balance? Comment est-ce qu'on crée des produits comme les vôtres, tout en ayant en tête aussi la rentabilité qui est importante? On part du patient et du consommateur. Qu'est-ce qu'on veut leur offrir? Quelles valeurs vont-ils percevoir de ça? Donc on part à la fois d'une cible d'effet, d'impact, et d'une cible de prix. Qui est combien êtes-vous prêt à mettre pour avoir ça. Pour ça. À partir de ça, vous faites une forme de rétro-engineering pour arriver au bon produit. De temps en temps, vous avez un problème parce que vous n'arrivez pas à délivrer ce que vous voulez délivrer au prix cible. À ce moment-là, il faut être beaucoup plus innovateur, beaucoup plus créateur ou beaucoup plus convaincant du fait que vos produits vaut plus que ce qui est perçu. Puis parfois, vous n'y arrivez pas, donc vous remettez l'ouvrage sur le métier et vous recommencez. Vous vous plantez souvent ? On essaie de se planter le moins souvent possible, mais on se plante. La question, c'est pas de se planter ou pas de se planter. Les gens qui viennent me voir et qui m'expliquent qu'ils se sont jamais plantés sont des gens que je n'embauche pas. Parce que ça veut dire que soit ils racontent des fariboles, soit ils n'ont pas essayé assez. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous apprenez de vos plantades de façon à pas les faire 2 fois. Donc, on en revient à votre question sur les entrepreneurs. Comment est-ce que vous échouez vite, apprenez vite, de façon à rebondir vite? Vous croyez, dans ces technologies-là, à l'impact de l'intelligence artificielle dans votre industrie? Vous travaillez déjà avec? Alors, je suis absolument convaincu que l'intelligence artificielle a et aura un impact qui est essentiel. On travaille déjà dessus depuis très longtemps, hein, dans les labos ici. On utilise l'intelligence artificielle. On a une des plus grandes banques de ferments en France. On utilise l'intelligence artificielle pour combiner les ferments et regarder comment la combinaison de ferments débouche sur des propriétés ça, vous ne pouviez pas le faire avant. De vos produits. On le faisait différemment, mais vous le faites à beaucoup plus grande échelle. D'accord. Et vous pouvez associer des choses que vous n'associez pas avant. On utilise l'intelligence artificielle quand on fait du planning dans nos usines, où on réduit par 40 le temps de traitement des données. Donc c'est absolument extraordinaire. On a donné à l'ensemble des donneurs accès à Copilot pour les accoutumer à l'intelligence artificielle. Une des questions sur lesquelles, pour le coup, je travaille beaucoup, c'est au-delà de l'impact sur la science, sur les usines, aussi en publicité d'ailleurs, de l'intelligence artificielle. Vous vous posez immédiatement la question de comment transformez-vous votre entreprise en entreprise apprenante ? Comment est-ce que vous équipez les Danoneurs de façon à ce que dans 8 ans, dans 10 ans, ils soient encore pertinents? Et ça veut peut-être dire d'ailleurs que dans 8 ans ou dans 10 ans, ils ne feront pas du tout le même métier qu'aujourd'hui. Comment est-ce que vous aidez à construire cette capacité à apprendre, à réapprendre à apprendre? Et comment est-ce que vous projetez les métiers du futur de façon à gérer cette transition? Donc vous repensez complètement la manière dont vous regardez votre entreprise au travers de la gestion de la pyramide des savoirs et puis aussi de la pyramide des âges, parce que vous avez une attrition naturelle avec l'âge, de façon à, dans 10 ans, être encore pertinent et vous assurer que vous emmenez vos équipes avec vous. Donc c'est un sujet qui c'est important, ça passe par l'éducation aussi.
C'est de l'éducation, c'est de l'apprentissage, c'est une redéfinition d'une partie du modèle social. Donc c'est un enjeu qui est absolument passionnant et sur lequel Danone est probablement en pointe de la réflexion. Vous avez cité Microsoft Copilot, qui est une boîte américaine. On a entendu là récemment le président de la République dire combien il était important de travailler avec des acteurs européens. C'est vraiment possible. Moi, quand je l'entends dire ça, je me dis, vu la compétitivité qu'il y a sur le marché de l'IA ou le cloud, est-ce qu'on arrive encore à avoir cette conscience un peu de travailler avec des entités européennes sur ces sujets-là? Oui, bien sûr. J'ai le chat sur mon téléphone. Vraiment, vous l'utilisez, vous, à titre personnel? Bien sûr, oui. Okay. Bien Moi, sûr. non, je ne suis pas un bon élève. Mais j'ai pas honte de le dire. Je les trouve moins bons, ces produits-là, que les autres. Donc, je me posais la question. Mistral fait des trucs absolument formidables. Parce que ce qu'Arthur Mensch est en train de faire sur un modèle qui est un modèle open source est absolument extraordinaire et révolutionnaire et n'a rien à envier à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je ne suis pas du tout... Comment on fait pour recréer ça? Il y a une richesse en France qui est absolument phénoménale. Il y a une qualité d'ingénieurs, il y a une qualité de mathématiciens, il y a une qualité d'entrepreneurs qui est absolument extraordinaire. Et qu'on a tendance, nous Français, à sous-estimer ou ignorer, mais qui est une richesse absolument phénoménale. J'ai lu dans les Échos, et vous me parliez tout à l'heure de l'importance d'être sur le terrain, que lors de vos déplacements, vous en profitiez véridique, du coup, d'être dans les relais des gares pour voir si vos marques étaient bien placées. Un peu comme Bernard Arnault, ça m'a fait penser, qui fait le tour de ses magasins le samedi matin. On imagine souvent les grands patrons en haut d'une tour qui parlent à personne. J'ai pas cette sensation avec vous, je préfère vous le dire. Mais c'est important à quel point de s'impliquer sur le terrain et comment est-ce qu'on arrive en même temps à conserver ces enjeux et les responsabilités qu'on doit gérer qui, elles, sont là-haut. Et c'est vrai, quand on gère 100 000 personnes, on peut peut-être pas être partout. Quand je vais avec ma famille ou mes copains faire les courses, je disparais pendant une demi-heure pour aller regarder ce qui se passe dans les rayons. Je vais faire un tour régulièrement chez nos agriculteurs partenaires, parce que ça m'intéresse d'entendre les choses. On en revient à la question que vous posiez sur le produit et la conséquence du produit. La vérité, elle se passe au point de vente, elle se passe sur la table du consommateur. Quand je vais dans un restaurant, je demande quelle eau ils ont. Et s'ils n'ont pas la bonne eau, je passe un coup de fil au patron du secteur pour qu'il remplisse, ou qu'il conquiert le restaurant. Quand je vais chez des copains, je vais faire un tour dans leur frigidaire pour savoir ce qu'ils ont. Et je leur demande pourquoi ils n'ont pas les produits. À l'époque où je vendais du chocolat, je demandais quel chocolat ils utilisaient en cuisine. Et comme généralement on me racontait des fariboles, je demandais à voir le sac. Un, c'est parce que vous voyez ce qui se passe. Et puis deux, c'est parce que si le patron ne montre pas l'exemple de la passion et de l'obsession pour le produit, de la passion et de l'obsession pour le placement du produit, de la passion et de l'obsession sur l'écoute des clients. Vachement intéressant qu'un client vous dise ça marche pas pour telle ou telle raison. Si le patron le fait pas, ça percolera pas dans l'entreprise. Vous regardez les réseaux sociaux parfois de ce qui se dit sur vos produits? Donc je regarde aussi les réseaux sociaux dans ce qui se dit sur mes produits, oui. Donc vous passez votre vie en fait à travailler à plusieurs niveaux. Alors bien sûr, vous travaillez sur des sujets stratégiques, sur à quoi ressemblera la boîte dans 10 ans, sur des acquisitions à long terme. Mais vous travaillez aussi sur le quotidien, parce que le stratégique sans le quotidien, c'est un rêve. Et le quotidien sans le stratégique, c'est ne pas penser demain. Et le rôle du patron, c'est aussi penser demain. Donc vous êtes en permanence dans la navette entre l'aujourd'hui et l'après-demain. C'était le cas, ils étaient bien placés les produits? Ça dépend des magasins. Ça dépend des magasins. Je voulais aussi vous entendre sur un sport national, celui de bâcher les patrons des grands groupes français. Je pense à Bernard Arnault, là, récemment, avec des propos qui sont parfois très vite mal interprétés et décriés. Vous qui avez travaillé aussi chez Unilever, une autre multinationale anglo-néerlandaise, est-ce que c'est plus dur de diriger une entreprise française ? Je ne sais pas si c'est plus difficile. Je pense que on a une chance extraordinaire en tant que pays, qui est d'avoir des grands champions nationaux, qui sont des leaders mondiaux. Tous les gens qui travaillent dans ces leaders mondiaux sont extraordinairement fiers de ce qu'ils font, extraordinairement fiers de porter le drapeau. Il peut y avoir du bruit, mais quand vous regardez à la fois les employés de nos sociétés, quand vous regardez la femme et l'homme de la rue, ils sont extraordinairement fiers du fait qu'il y ait des boîtes qui portent le drapeau français partout dans le monde. Donc on avance, on continue, on innove et on porte le drapeau avec fierté. Les CEO aux USA m'inspirent aussi beaucoup.
J'ai lu tous les articles à propos de leur routine hyper cadrée, les réveils à 4h du matin, du sport, 1 heure d'email, une hiérarchie hyper à plat aussi avec très peu de staff. Et à côté, je vois les PDG en France qui ont une image de ministre, parfois déconnectée du réel. On a compris, vous, à quoi ça pouvait ressembler, donc beaucoup plus sur le terrain. Vous faites quoi quand vous ne travaillez pas ? Oh, je fais plein de choses. Je suis La toiture de votre maison ? Je fais la toiture de ma maison, ouais. Je coupe mes arbres et je tourne mon champ avec mon tracteur. Je mets mes bottes et je vais discuter dans les champs au fond de ma campagne. Je lis énormément, plein de choses, j'adore, sauf des bouquins de business. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas grand intérêt. C'est beaucoup plus intéressant de lire de l'histoire, de la philo, que de lire des bouquins de business. On apprend beaucoup plus de choses, de la poésie, c'est intéressant aussi. Je suis un passionné de toutes sortes de musique, donc j'écoute beaucoup de musique. Je vais discuter avec des gens. Je suis quelqu'un de fidèle en amitié, donc je prends du temps pour les gens que j'aime. Vous pensez que c'est important aujourd'hui, en tant que dirigeant, de prendre de plus en plus la parole ? On en voit aussi sur les nouveaux médias. Vous, au-delà de la littérature, de la poésie, vous regardez les nouveaux médias. Je regarde en permanence plein de choses de façon à apprendre. Comme aurait dit ma grand-mère, je suis plutôt des faiseux que des diseux. Ça me va comme réponse. C'est juste, il n'y a pas besoin de dire plus. Ok. On parle beaucoup de réussite. Je sais que perso, j'apprends aussi beaucoup plus de mes échecs. On en a un petit peu parlé, mais peut-être pas assez. Si vous deviez en retenir un seul à ne jamais reproduire que vous avez eu, quel est l'échec qui vous a le plus marqué ? J'ai fait des lancements de produits qui ont été des catastrophes absolues. Un lancement de gel douche aux États-Unis qui a été une horreur absolue. L'échec, c'est extraordinairement important parce qu'on en apprend. D'une part, c'est souvent aussi un bon rappel d'humilité. Quand je me suis vraiment planté, c'est qu'à un moment, je m'écoutais parler. Donc je n'écoutais pas les signaux faibles. Je ne voyais que ce que je voulais voir. Donc apprendre à se distancier en permanence, à s'entourer de gens qui soient capables de vous montrer le miroir et de vous dire écoute, là vraiment tu déconnes, c'est extraordinairement important. Le jour où vous commencez à vous écouter, c'est le début de la fin. Donc quand vous êtes jeune, vous êtes arrogant et vous pouvez vous écouter. Ok, oui. Quand vous avez un peu plus Il y a des preuves sur YouTube. Quand vous avez un peu plus de cicatrices, vous avez appris que réfléchir, écouter les voix dissonantes, c'est super important. Merci pour ces conseils. Pour terminer, j'aimerais vous laisser seul 30 secondes, regardez cette caméra-là pour partager à mes abonnés vos meilleurs conseils pour qu'ils se préparent au monde de demain, aussi bien pour leur carrière professionnelle que dans leur vie personnelle. Bon, alors c'est une question difficile. D'abord, je suis pas sûr qu'il y ait un individu professionnel et un individu personnel. Je pense que l'alignement entre les deux, qui est un alignement de valeurs, qui est un alignement de savoir-être, qui est un alignement de personnalité, est fondamental. Il n'y a pas deux individus. Donc c'est premièrement le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est cultiver votre liberté. Et la liberté, elle se cultive en apprenant en permanence, en interrogeant en permanence, en s'entourant de gens dont on partage les valeurs, mais qui sont radicalement différents. Donc pas de discussion sur les valeurs, mais un poil à gratter intellectuel. Et puis continuer à rêver. Le jour où vos souvenirs sont plus grands que vos rêves, vous êtes mort. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Antoine de Saint-Affrique, j'étais ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup.